Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Donc l'objectif de cette conférence est donc de vous présenter les résultats de l'enquête Expatriates in France, Tell us about your life. Là c'est bon, vous me comprenez. Dont la 4e vague a été réalisée cette année. En fait, nous avons donc interrogé du 15 juin 2018 au 30 octobre 2018 un certain nombre d'impatriés par le biais. Donc l'enquête était relayée par des RH qui gèrent des impatriés et parallèlement une bannière était mise en place pour recruter les répondants et sur le site mondissimo.com qui existe depuis plus de 20 ans et qui est donc un site dédié à la mobilité internationale, mais également sur Paris 21 qui est une web TV à destination des impatriés qui vivent en France et qui est traduite en 7 langues. Donc au total, nous avons 1192 répondants. Ils ont tous en commun le fait d'être étrangers, d'avoir plus de 18 ans. Et voilà. Donc j'ai à mes côtés Catherine Gavinck, qui est directrice de la communication de la Société de banque et d'expansion, la SBE, qui va vous expliquer tout de suite après pourquoi il parraine cette enquête. Et à ma gauche, Luc Morena, qui est directeur général de Ma Nouvelle Ville, qui va lui aussi vous expliquer en quoi consiste son activité. On a exactement 5 minutes pour faire ça, vous deux. Tous les trois. Vous deux. Très bien. Moi après. Très bien. Donc Catherine Ferrioli-Gavinck, directrice de la communication et des partenariats d'une banque complètement atypique. On fait partie du groupe bancaire BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. On est le deuxième groupe bancaire français. Nous sommes aujourd'hui spécialisés et leaders en France sur l'installation d'agences bancaires en site de grandes entreprises, chez Renault, Peugeot, RATP, Safran, Air France et ainsi de suite. Et c'est dans ce cadre-là que depuis plus de 30 ans, nous avons été sollicités par des DRH pour répondre à leur problématique d'accueil d'impatriés au sein de leur entreprise. Donc c'est un savoir-faire que nous avons depuis plus de 30 ans. Donc nous accueillons ces impatriés et nous les accompagnons dans leur installation bancaire et installation, voire un petit peu plus large. Nous avons démarré l'enquête en 2014 avec Mondissimo parce qu'on s'est aperçu effectivement que l'expatriation est un domaine qui est bien connu des grandes entreprises, mais l'impatriation n'était pas souvent formalisée. Et nous nous sommes dit qu'il fallait effectivement apporter d'abord notre savoir-faire dans ce domaine et quoi de mieux que de mettre en place cette enquête pour rechercher un petit peu les problématiques, le ressenti de ces impatriés dans le cadre de leur activité, surtout de leur activité donc aux prémices de l'activité dans l'entreprise et comment ils peuvent être accueillis. Vous allez voir donc comment ça se traduit aujourd'hui dans ces résultats et nous sommes fiers d'avoir accompagné donc Mondissimo pour cette enquête. Parfait. Luc Morena, je vous laisse vous présenter. Merci. Donc moi je suis Luc Morena, je suis le directeur général d'une entreprise qui s'appelle Ma Nouvelle Ville, un nom que vous connaissez sans doute pas. Nous sommes issus de 27 sociétés qui se sont regroupées au 1er janvier de cette année et nous faisons partie du groupe Action Logement. Le groupe Action Logement, c'est un groupe paritaire français qui contribue à loger les salariés en règle générale lorsqu'il y a des questions liées à l'emploi. Et Ma Nouvelle Ville est un outil à l'intérieur du groupe Action Logement dont le métier est d'accompagner, d'aller plus loin dans l'accompagnement, la mobilité des salariés. Donc on existe depuis un peu plus de 25 ans. On a un maillage territorial qui est dense, fruit de ce mariage entre différentes sociétés, puisqu'on est présent sur les 60 métropoles françaises, en propre avec des collaborateurs de notre entreprise. Notre enjeu pour nous, il est double. Il est à la fois d'aider le RH, le DRH, le gestionnaire de carrière, à prendre en main l'ensemble des enjeux liés à une mobilité, au-delà de la recherche du logement en tant que tel. Donc on accompagne grosso modo par an 10 000 familles. Ça va de l'intérimaire, du saisonnier, du CDD, du jeune étudiant qui a eu ses diplômes et qui rentre dans l'emploi, qui est encore en période d'essai, jusqu'au cadre dirigeant qui est en mouvement en France ou qui arrive de l'étranger également. Voilà, donc c'est extrêmement important pour nous de nous exprimer auprès des RH pour faire en sorte qu'ils aient le réflexe accompagnement à la mobilité. On aura une conférence demain sur le sujet là, parce que la marque employeur, quand on se bat pour aller capter les mêmes compétences,
Si on s'occupe du logement et de l'accompagnement, je pense qu'on a plus de chances, à certains moments, de capter des candidats. Et particulièrement les candidats qui sont assez jeunes, qui peuvent être très sensibles à des dispositifs comme ceux-là. Et puis après, évidemment, notre enjeu, c'est d'accompagner les salariés, parce qu'ils vivent un déracinement, ils sont stressés. Il n'y a pas que le déménagement des objets qui les stresse, il y a ou le conjoint, ou la famille, ou les enfants. Et même les animaux. Oui, non, c'est vrai. Et tout cela, si c'est confié entre des mains expertes et habituées, c'est un concours à faire en sorte que ce soit bien fait. Merci beaucoup, Luc Morena. Donc, on l'a noté, Ma Nouvelle Ville, un nouveau venu dans le paysage de la relocation, même si Ma Nouvelle Ville, finalement, ça existe depuis très longtemps. C'est vrai. Parfait. Donc, alors, cette étude, comme on l'a dit tout à l'heure, porte sur les réponses de 1192 étrangers qui vivent en France, donc qu'ils soient salariés ou dirigeants d'entreprises travaillant en France. Hein. Donc, voilà. Tout de suite, je vais vous parler des grands enseignements de cette étude, sachant que le but, c'était de leur demander comment vous vous sentez en France, que ce soit au milieu des Français ou dans votre entreprise, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de votre installation, qu'est-ce que vous appréciez chez les Français, qu'est-ce que vous ne appréciez pas, en quoi pourrait-on peut-être s'améliorer, nous tous, quand on accueille des étrangers. Je vous demanderai si vous êtes d'accord avec certaines de nos conclusions. Vous êtes you're English or American? Sorry? Are you English or American? I just don't speak French. I'm neither. I live in Germany, but I'm quite. Germany, ok, thank you. Parfait. I'm next question. D'accord. Donc, les grands enseignements déjà de cette enquête, donc, qui portent quand même sur une quarantaine de questions, c'est déjà le profil de ces impatriés. Donc, on peut dire qu'en 4 ans, l'échelle de leur rémunération s'est inversée. Ça, c'est un point important dans cette étude. Alors qu'ils étaient plus de 60% à gagner plus de 45 000 euros en 2014, ils sont désormais plus de 50% à être en deçà des 45 000 euros. Alors, on le verra un petit peu plus loin, mais c'est très certainement les dirigeants d'entreprise qui sont arrivés en France, qui sont souvent jeunes, ce sont parfois des start-up, et donc ils ne se rémunèrent pas trop pour essayer de donner toutes les chances à leur entreprise. Je pense qu'ils pèsent dans ce segment-là. Ensuite, ils sont 60% à avoir le statut cadre. Alors eux, je pense qu'ils ne sont pas dans cette tranche-là au niveau de la rémunération. La durée de leur séjour en France s'est allongée. Ils sont désormais 64% à passer plus de 10 ans en France. Ensuite, la perception de la France. 62% des impatriés n'envisagent plus jamais de rentrer, alors qu'ils n'étaient que 30% en 2014. Leur première motivation à l'installation, c'est l'attrait de la vie en France, pour 58% d'entre eux. Ils sont plus de 90% à être satisfaits de leur séjour en France, et vous le verrez tout à l'heure, ce n'est pas forcément grâce à nos qualités respectives, nous tous là qui sommes français. Et donc ils sont satisfaits, et c'est un chiffre en constante augmentation. En 2014, il n'était que 74%. Alors, comment mieux accompagner l'installation des impatriés? Alors, les démarches administratives se sont encore complexifiées, et 86% des impatriés le pointent comme la difficulté principale. Vous le verrez, ils se débattent avec la préfecture, avec Bercy et avec la Sécu. Et les frais inhérents à leur installation sont massivement à la charge des impatriés. Ils sont de moins en moins soutenus financièrement par leur entreprise. Parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on a essayé de dresser le portrait robot de cet impatrié qui vit en France. Donc on a pris tous les pourcentages les plus probants de façon à arriver à déterminer un petit peu son portrait robot. Ensuite, je sais que Catherine aura vos emails et vous fera parvenir l'enquête détaillée, de façon à ce que vous puissiez la consulter. Parce que là, je ne vais pas passer en revue les 47 questions, sinon je crains qu'on ne soit pas dans les temps impartis. Alors, donc, comme je l'ai dit, le profil de l'impatrié en 2018, il est européen, le plus souvent allemand, italien ou britannique. Il est de sexe masculin, il est âgé de plus de 41 ans. On le voit, ils ne sont pas tout jeunes, hein, nos impatriés en France, bien que 41 ans, c'est encore quand même assez jeune.
Il est marié et ses enfants qui ont plus de 18 ans ne vivent plus avec lui. Il vit en France avec sa conjointe, mais bien qu'il soit majoritairement basé à Paris et dans l'Île-de-France, on le voit désormais opter pour la province et plus spécifiquement pour la Nouvelle-Aquitaine. Et là, je sais, Luc, que vous aurez des choses à nous dire sur le sujet. Le plus souvent employé dans une entreprise française, il a le statut cadre, comme on l'a dit, et sa rémunération annuelle est inférieure à 45 000 euros. Il envisage de rester sur place au moins 10 ans. Alors, si vous voulez, peut-être qu'on peut tout de suite, justement, parler de ce premier constat concernant ce déplacement des impatriés qui, effectivement, sont encore nombreux à Paris, mais qui, peu à peu, commencent à partir vers la province. Alors, cette année, c'est en Nouvelle-Aquitaine. L'année dernière, c'était plus l'Occitanie. Bon, en tout cas, c'est vers le sud-ouest. Est-ce que vous avez des choses à nous dire par rapport à ça, Luc? Oui, je suis d'accord. Alors, c'est vrai pour les impatriés, mais c'est vrai aussi pour les mobilités franco-françaises. Enfin, les gens ne veulent plus aller en PACA, et alors que c'était l'endroit où ils avaient vraiment beaucoup envie d'aller. Et ils sont tous en train de partir systématiquement, on le voit, sur Nouvelle-Aquitaine, avec des blocages qui commencent à arriver, parce que le marché locatif devient cher. Alors, je ne sais pas si c'est l'attrait de la ligne TGV, sans doute ça a dû jouer sur les déplacements, puisqu'il faut 2 heures à peu près pour faire Paris-Bordeaux. Puis l'installation de certains grands groupes qui partent aussi. Il y a des grands groupes qui sont installés, mais quand on discute avec des RH, on voit qu'il y en a beaucoup qui sont... Enfin, beaucoup. Il y a un certain nombre d'entre eux qui se disent « Est-ce que je ne retournerai pas plutôt vers Toulouse ou alors est-ce que je ne monterai pas vers Nantes ?» Et donc, la Nouvelle-Aquitaine est attractive, c'est clair. Pour autant, on commence à se confronter à des difficultés locatives et les gens commencent à s'éloigner. Puis il y a le phénomène aussi qu'on retrouve dans d'autres grandes villes, mais le phénomène Airbnb qui fait que ça devient compliqué d'habiter au centre. Et on le voit, nous, dans toutes les recherches qu'on peut faire. Et vous, Catherine, parmi vos clients, vous en voyez pas mal qui sont en province aussi? Alors, ce constat, on va peut-être l'avoir un petit peu plus sur les impatriés qui restent plus de 2-3 ans. Parce qu'effectivement, cette population a fait le tour sur le secteur dans lequel il est, et donc il peut être mobilisé, je dirais, dans un autre secteur. Et c'est vrai que le secteur de l'Aquitaine a été très fortement demandé, ne serait-ce que par rapport aux grandes entreprises que nous connaissons. Mais ce constat, Paris, c'est plutôt région parisienne. Vous avez le Grand Paris qui est en train de se 78, faire. le département le Tout plus... à fait, je dirais le plus attractif aujourd'hui pour cette population. Donc le constat, oui, on le voit, mais je vous dis plutôt sur ces impatriés qui restent un petit peu plus longtemps. Très bien. Alors ensuite, on va parler de l'installation de notre impatrié. Alors, il apprécie, comme on l'a dit tout à l'heure, la qualité de vie en France, ses paysages, son climat. D'ailleurs, cette année, c'était très net. Ils apprécient vraiment plus le climat. Remarquez, c'est vrai que cet été, c'était plutôt sympa. On a quand même fait l'enquête de juin à octobre. Donc, il faut aller en Normandie. Mais il a fait même très beau en Normandie. Il faisait moins chaud en plus. Son climat, bien sûr, sa nourriture. Et c'est pour cela qu'il a choisi de vivre en France. De plus en plus autonome, il choisit sa banque. Il gère tout seul son déménagement, prend en charge ses frais d'installation, loyer, assurance. En revanche, l'entreprise va l'aider le plus souvent pour le dépôt de garantie. Alors qu'il s'agisse de l'obtention d'une caution locative ou d'appui juridique pour décrypter le contrat de location, ça se complique. Pour pas dire, c'est le parcours du combattant. Et les difficultés ne s'arrêtent pas là, elles continuent lorsqu'il s'agit des rapports avec l'administration française, de la sécurité sociale à Bercy en passant par la préfecture. Il lui faut visiblement s'armer de beaucoup de patience. Donc on le sait, la sécurité sociale, c'est l'histoire de la carte vitale. Visiblement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la sécurité sociale ici parmi nous. Oui, vous me dites, vous en êtes? Ah, très bien. Donc cette fameuse carte vitale qu'ils doivent obtenir, c'est compliqué pour eux. Vous avez peut-être quelque chose à nous dire là-dessus? C'est pas simple aussi. Pardon? C'est pas simple de l'obtenir, mais oui, ça prend du temps, ça prend à la fois énormément d'administration. Voilà. C'est ça, c'est pour ça que vous souriez tout à l'heure quand je disais que c'était le parcours du combattant. Ensuite, la préfecture aussi. Et alors, par contre, Bercy, on a une question à laquelle peut-être Nicolas Prédy-Asco, vous qui êtes avocat fiscaliste, pourrez un petit peu plus nous renseigner, d'autant plus que vous vous occupez des impatriés. Comment se fait-il que ce soit compliqué alors qu'on leur
On leur déroule un peu le tapis rouge quand même aux impatriés. Alors, on leur déroule Enfin, peut-être rouge. théoriquement, parce qu'il existe effectivement des régimes de faveur, notamment un régime qui porte même leur nom, que tout le monde connaît, qui est un régime d'exonération très avantageux. Ouais. Maintenant, je pense que j'imagine que ce qui ressort de l'enquête, c'est un sentiment dans le rapport des impatriés avec l'administration fiscale, un rapport direct. Alors, nous, on a un mauvais prisme de lecture de ça, parce que les impatriés qu'on connaît sont ceux qu'on assiste, donc généralement on se... Si vous êtes là, c'est... Eux n'en ont pas, donc a priori ils peuvent peut-être se plaindre du rapport avec leur avocat, mais peut-être non du rapport avec l'administration fiscale. En revanche, c'est vrai que même dans ce rapport qui est indirect, il y a peut-être quelque chose, enfin nous en tout cas, ce qu'on voit le plus souvent, c'est que l'administration fiscale sur les questions de mobilité internationale, très souvent, et notamment les centres des locaux, enfin les centres d'impôts locaux principalement, ne sont pas forcément hyper formés aux problématiques internationales. Donc, dans bien des cas, tout se passe très bien, mais il y a fréquemment des erreurs commises par l'administration, notamment dans la préparation des avis d'imposition sur certains points spécifiques de la fiscalité internationale. Et en plus, vous avez aussi des demandes de plus en plus automatiques de l'administration quand vous bénéficiez de certains régimes. Ce qui fait que même avec l'écran d'un avocat entre l'impatrié et l'ensemble des impôts, il peut y avoir souvent, pour les impatriés, le sentiment d'être à la fois un peu harcelé et en même temps incompris. C'est-à-dire qu'à la fois, ils reçoivent beaucoup de demandes de renseignements, vous dites que vous bénéficiez du régime des impatriés, typiquement, vous allez avoir une demande d'information, souvent sur bien légitime, en anglais sur les conditions. Alors, bien sûr que non. Est-ce que vous, votre administration communique dans la langue du futur assuré ou tout est en français? En arrivant ici, c'était tout en français. Donc, c'est rigolo, je sais pas, mais au début, c'était tout en français. Ah oui, d'accord. Et donc il y a ça, et de l'autre côté, il y a une incompréhension face au fait qu'il puisse y avoir effectivement des erreurs de traitement de l'information par l'administration fiscale qui, encore une fois, dans ces domaines-là, sont assez fréquentes. Alors, on a parlé aussi des problèmes qu'ils rencontrent en termes de caution, etc. Vous avez l'habitude? Tout à fait, oui. Ça fait quand même plus de 30 ans qu'on accueille ces impatriés. On a vraiment un process d'ouverture de compte qui est aujourd'hui très très bien fait, qui accompagne ces impatriés avec les DRH en amont. Donc on est vraiment, je dirais, très à la pointe dans ce domaine. Donc ça nous confère une agilité, une réactivité qui est je dirais, forte. Et ça nous permet surtout, avec les DRH, de raccourcir les délais d'accueil pour que l'impatrié soit opérationnel très rapidement. Ce qui veut dire que, je dirais, à son arrivée, par exemple, sur le sol français, dans la journée, s'il vient ouvrir son compte, qui est déjà préalablement préparé, il a son RIB immédiatement. Et là où nous pouvons intervenir aussi, quand l'entreprise ne le fait pas, nous pouvons apporter donc une caution bancaire avec une attestation préalable, avec une étude que nous avons faite au préalable. Ils ont cette attestation qui leur permet de pouvoir prendre un logement rapidement. Ce qui est important parce que c'est le chat qui se mord la queue. Vous voyez, si vous n'avez pas de RIB, vous ne pouvez pas prendre de logement, vous n'avez pas de compte. Enfin, tout va à l'envers si vous n'avez pas au moins fait cette étape d'ouverture de compte. Donc c'est la difficulté que nous avons, je dirais, balayée en étant réactifs avec les DRH. C'est notre démarche. Est-ce que parmi nous, on a un responsable impatriation ici, là, dans la salle? Quelqu'un qui gère des impatriés? Non, pas parmi nous. Okay. C'était par rapport à la préfecture. Vous, Luc... Directement. Disons que nous ne sommes pas employeurs, nous faisons partie de ma nouvelle ville, et nous sommes mandatés par certains employeurs pour gérer l'impatriation. D'accord. Et plus particulièrement d'ailleurs, nous deux, Wendy et moi-même, avons des efforts avec la préfecture et la directe pour les permis de travail. Et ça... la préfecture avec, voilà, pour les cartes de séjour, renouvellement, première demande, et tout un tas de formalités. Et c'est effectivement... Ça peut être Kafkaïen. Mais bon, l'administration se modernise, avec des fois l'envoi d'emails ou de SMS génériques. Après, bon, il y a quand même une réelle volonté d'offrir un service de qualité, une ouverture, puisque nous on est à Toulouse, donc Airbus c'est un groupe... Ça s'entend. Voilà. et en l'occurrence, la préfecture de la Haute-Garonne a ouvert le bureau Passeport Talent avec un accueil dédié aux impatriés, avec pourvu qu'ils soient talentueux, quoi. Et un niveau d'éducation, un master
voilà, pour qu'ils aient en quelque sorte un traitement de faveur. Donc une ouverture le vendredi matin, des délais de traitement qui sont censés être raccourcis, qui le sont dans certains cas. Maintenant, c'est vrai que l'administration est aussi, malheureusement, elle fait face à une lourde charge de travail. Et puis en plus, dans notre enquête, on ne parle pas que des salariés, hein, bien sûr. Hein. Oui, on a aussi là des indépendants, vous verrez dans le détail. Donc, c'est vrai qu'il y a tellement de circuits d'immigration que, si vous voulez, même en interne, ça peut être très compliqué. C'est très stimulant pour eux, mais il y a quand même beaucoup de cas. Donc, ils arrivent toujours à trouver une case, mais pour les cas particuliers, ça peut... Le temps de traitement peut parfois être plus long. D'accord. Et vous, Luc Morena, toujours au sein de Ma Nouvelle Ville, vous avez détecté d'autres difficultés qu'ils peuvent rencontrer? Oui, alors là, c'est des difficultés du quotidien, complétées par d'autres qui sont liées au fonctionnement du marché de l'immobilier en France. C'est une rencontre de l'offre et de la demande. Et déjà, quand on est français, quand on est intérimaire, la précarité du travail permet pas d'aborder la rentrée dans un logement de manière aussi automatique que ça. Quand on vient de l'étranger, c'est encore plus compliqué. Et donc, le droit, il est quand même assez protecteur du locataire. Donc, il y a beaucoup de documents qui sont demandés. Il faut expliquer les us et coutumes françaises à l'étranger qui arrive. Donc pour nous, c'est fondamental pour bien faire notre job qu'on ait des partenaires bancaires comme la Banque Populaire, SBE, pour que ça fonctionne, que ça fluidifie, parce que sinon on passe du temps sur le sujet. À un moment, on demande une pièce d'identité, après il faut 2 pièces d'identité, il faut le RIB, il faut le justif de domicile, si le logement a été financé par le passé avec un système de défiscalisation, il y en a quand même beaucoup en France, il y a beaucoup de logements à proposer qui sont de qualité, on va demander des avis d'apposition, etc. Donc il faut rentrer dans des cases, et nos équipes, c'est leur job de faire ça. Mais pour autant, quand on arrive de l'étranger, on n'a pas la même notion. Il y a déjà, donc le premier chapitre, le premier pan, c'est tout ce qui est administratif, ce volet. Puis après, il y a le volet marché, le marché. Si vous êtes en zone locative détendue, Clermont-Ferrand, une grande entreprise française à Clermont-Ferrand. La Creuse. Voilà, c'est pas pareil que si on est à Toulouse, des grandes sociétés de l'aérospatiale par exemple, ou si vous êtes à Paris, ou si vous êtes dans des zones ultra tendues. Et donc après, le propriétaire, lui, il a le choix. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on les voit partir. Voilà, donc il devient exigeant, plus exigeant sur les revenus, sur les garanties aussi, sur le choix des locataires. Par contre, merci Luc Morena, on a un très bon résultat sur l'intégration. Quand il est employé dans une entreprise, il est satisfait de l'accueil qui lui est réservé. Alors, il y a un bémol, il déplore tout de même le manque de communication avec sa hiérarchie, un esprit d'équipe quasiment absent, et enfin l'élaboration des procédures et leur suivi. Là, je dirais que depuis 4 ans, et je pense que c'est reconnu, notamment dans les milieux interculturels, le grand problème du français, c'est qu'il ne respecte pas les procédures, et c'est souvent ce qui lui cause des problèmes lorsqu'il s'internationalise, et qu'il doit en fait communiquer avec ses équipes par Skype, par mail, etc. Et que là, les procédures sont vraiment à suivre, puisqu'on ne va pas pouvoir s'arranger comme ça autour de la machine à café. Donc, c'est bien détecté par les étrangers. On rappellera que les anglo-saxons, eux, savent suivre les procédures. Et malheureusement, nous, on n'est pas très forts là-dedans. Alors, ensuite, en dehors de son entreprise, il juge l'accueil qui lui est réservé par les Français tout à fait satisfaisant. Et ce, malgré, attention, leur arrogance, leur manque de générosité et leur xénophobie latente. Des constats qui ne l'empêchent pas de trouver les Français bons vivants et sympathiques. Preuve en est, il a des amis majoritairement français, voisins ou collègues. Bon, on apprécie souvent ses amis non pas pour leur qualité, mais parfois pour leurs défauts. Ça semble être le cas. Quelques bémols aussi quant à la sécurité ambiante et la communication dans la langue du pays qui lui déplaisent, tout comme le coût de la vie, l'ambiance politique et sociale, et là on parle des grèves, mais aussi de la fiscalité. Bref, il devient très français.
Et pour conclure, avant tout, il aime vivre dans ce pays qui évoque pour lui la liberté et n'envisage jamais de le quitter. Juste pour votre information, la dernière question, c'est parmi les 3 termes de la devise de la France qui sont liberté, égalité, fraternité, c'est la liberté qui arrive, l'égalité quasiment au ras du plancher. Mais voilà, écoutez, ils critiquent la France un petit peu, ils nous critiquent beaucoup, mais en tout cas, ils aiment quand même notre pays et ils tiennent à y rester.